On reçoit une notice du fabricant du système OCR nous disant qu'il allait terminer le support de ce logiciel-là. Ça fait un bon petit bout qu'on a déjà à l'interne qui pousse pour trouver des solutions de comment intégrer l'AI avec un bon retour sur investissement. Et on a quelqu'un chez nous qui dit « Laissez-moi une nuit, là, je vais dormir là-dessus, je vous reviens là-dessus. » On se met à faire les premiers tests. Et donc, on a réussi à automatiser encore plus. On couvre beaucoup plus de gabarits et on baisse le coût final. Donc, on est de retour en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé qui est en direct d'Atlanta pour un autre événement présentiel qu'il fait pour son organisation. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme. Aujourd'hui, Antoine, effectivement, on s'apprête à aller au MetalCon, donc un des plus gros trade shows au monde dans l'industrie des métaux, en lien avec notre focus sur l'acier et l'aluminium. Donc, très emballé d'être ici à Atlanta aujourd'hui. Est-ce que, Jonathan, à la fin de l'année 2024, tu vas nous faire un débrief de tous les événements que vous avez faits? De combien vous avez investi, combien ça vous aura amené, juste pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, à savoir à quel point une stratégie en présentiel, ça peut donner pour une entreprise. Effectivement, je pense que ça pourrait être pertinent de le faire à la fin de l'année. Il va toujours rester un petit point d'interrogation car nos cycles de vente sont quand même assez longs, mais ça va nous donner quand même, je pense, des données qui peuvent être logiques à partager et pertinentes pour ceux qui veulent peut-être s'aventurer dans la voie des grands salons comme qu'est-ce qu'on fait, nous, depuis un an chez OpenMind. Donc, je vais écouter attentivement. Et Jonathan, je pense que tu vas avoir des études de cas assez pertinentes à nous dire aujourd'hui, des choses que vous avez fait avec votre entreprise, avec des clients sur de l'automatisation, qui va être, selon moi, très pertinent pour les gens qui nous écoutent et également très pertinent pour moi. Je vais vouloir en savoir un peu plus. Mais juste avant de commencer, je voulais inviter nos auditeurs à aller peut-être voir dans les liens dans les notes de l'épisode, pardonnez-moi, je vais mettre un lien. J'ai mon deuxième article dans le journal Les Affaires qui est maintenant en ligne, qui se nomme « Votre entreprise doit devenir un média en 2025 ». Donc, j'explique un cas pratique, comment des nouvelles organisations ont changé le cycle de vente, c'est-à-dire qu'au lieu de bâtir un produit, par la suite d'essayer de le commercialiser, beaucoup de nouvelles entreprises, je les appelle les entrepreneurs influents, bâtissent maintenant l'audience. Donc, on se focus sur la mise en marché avant de bâtir le produit. Je décortique un petit peu tout ça avec des cas près de chez nous, de certaines entreprises, de ce qu'elles ont fait, de des cas ailleurs. Donc, je vous invite peut-être à aller voir un peu cet article et encore une fois me dire si vous trouvez que c'est pertinent et que ça vous aide. On est dans le deuxième article de ma série pour le Journal des Affaires. Donc, du feedback de votre part, chers auditeurs du podcast Hypercroissance, est excessivement apprécié. Donc, je vous invite à aller lire le tout, et peut-être même toi, Jonathan, tu pourrais également me donner du feedback sur cet article. Absolument, je vais aller lire ça. Donc, c'est jeudi que ça sort cette semaine, c'est bien ça? Exactement. Donc, incessamment, le podcast devrait sortir. Je pense qu'on enregistre le 29 octobre 2024 aujourd'hui. Donc, à la date de sortie du podcast, qui serait, à mon avis, le 31 octobre, tout devrait être mis en ligne. Halloween, excellent. Et bon, parle-nous un petit peu de toi, de ton côté. Tu as mis en place des choses assez exceptionnelles avec certains de tes clients que tu mentionnais juste avant le début du podcast. Tu as capté mon attention. J'imagine que tu vas pouvoir capter l'attention des gens qui nous écoutent. Explique-nous un petit peu où est-ce qu'on en est, quel type de clients qu'on parle ici, qu'est-ce que vous avez mis en place? Exactement. Je partage aujourd'hui un cas réel d'intégration d'intelligence artificielle chez nos clients qui a automatisé beaucoup d'heures de travail et diminué également le nombre d'erreurs. Ce qui est intéressant, c'est un client que ça fait longtemps qu'on travaille avec lui et on a comme 3 étapes là, dans ce cas-là. On a l'étape où ce qui était 100% manuel. On a l'étape du milieu où on a développé des lignes de code pour lui, mais qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Et maintenant, dans les dernières journées, on a remplacé certaines lignes de code pour intégrer une interaction avec l'intelligence artificielle. Et là, c'est vraiment le fun de voir les chiffres à chacune des étapes. Ça fait longtemps que je mentionne un peu à tout le monde qui veulent entendre parler d'intelligence artificielle que à court terme, l'intelligence artificielle est trop hypée, je dirais, est trop surévaluée, mais qu'à long terme, elle est sous-évaluée. Et j'ai vraiment l'impression depuis quelques semaines avec le modèle 4O et O1 d'OpenAI qu'on est dans un point d'inflexion où ce qu'on tombe dans des cas là, très pratiques qu'on peut implanter chez des clients et que là, vraiment, c'est plus juste de pelleter des nuages et de parler d'intelligence artificielle qu'un jour, ça va commencer à avoir un impact. Mais là, on a des cas réels qu'on est capable de faire dans nos développements avec nos clients. Donc, je vous mets en situation. Le cas que je vous parle, c'est un distributeur. Je nommerai pas dans quelle industrie parce que sinon, le lien est trop facile à faire avec nos clients. Mais c'est un distributeur qui reçoit beaucoup de factures fournisseurs qu'il doit traiter et il doit refacturer ensuite ses clients de l'autre côté. Donc, on parle initialement, quand il nous a approchés il y a quelques années, c'était 3 personnes à temps plein
qui ne faisait que ça. Recevoir des factures, traiter l'information, le rentrer dans le système et refacturer le client par la suite. La complexité, c'est qu'il y avait 500 modèles différents de factures fournisseurs qui rentraient. Donc, la première étape qu'on a faite avec cette entreprise-là, il y a maintenant bientôt 2 ans, on a développé un projet qui permettait de s'interfacer avec un modèle d'OCR, donc de reconnaissance de caractères et de texte, pour extraire l'information des modèles et tenter de traiter un maximum de gabarits de factures fournisseurs. Donc, grosso modo, le prix à l'époque a coûté là, aux alentours de 150 000 $ pour développer le système qui allait s'interconnecter avec le module spécialisé d'OCR, traiter l'information et réinjecter l'information dans leur système pour faire la facturation par la suite. Là, vous me dites, 150 000, c'est beaucoup? Oui. Par contre, le retour sur investissement était en dessous de 18 mois. Donc, on est passé de 3 personnes à temps plein à une demi-personne. Donc, déjà là, montant important d'investissement, mais le retour était très rapide. Et ça, c'est sans compter la quantité d'erreurs humaines qui était diminuée. Donc, on calcule seulement le retour sur investissement sur le salaire sauvé ou ce qu'on peut rediriger l'humain sur des tâches qui sont à plus grande valeur ajoutée. Mais il y a quand même un gain au niveau des erreurs qui disparaissent ou qui diminuent grandement. Jusque-là, tout va bien. Et on reçoit une notice il y a quelques semaines du fabricant du système OCR sur lequel on se connecte, nous disant qu'il allait terminer le support et le service de ce logiciel-là. Donc, on se ramasse carrément à la solution qu'on a développée, il faut trouver un autre partenaire auquel on peut s'interconnecter. Et là, ça fait un bon petit bout qu'on a déjà à l'interne qui pousse pour trouver des solutions de comment intégrer l'AI avec un bon retour sur investissement. Et on a quelqu'un chez nous qui dit « Laissez-moi une nuit, là, je vais dormir là-dessus, je vous reviens là-dessus. » Donc, ce valeureux joueur-là, le lendemain matin, nous dit « Je pense que j'ai une idée, on fait un prototype aujourd'hui et on teste ça en fin de journée. » Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a enlevé des lignes de code dans le système et on s'est interfacé avec une intelligence artificielle, un LLM, qui est disponible au marché. On se met à faire les premiers tests et Antoine, complètement hallucinant comme résultat. Le cas initial, on avait réussi à couvrir 40 gabarits sur 500. Avec l'intégration d'intelligence artificielle, on est capable de couvrir pratiquement les 500 gabarits. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'on est capable de voir le taux de certitude que l'intelligence artificielle a par gabarit. Donc, si quelque chose a bougé dans un gabarit, textuellement parlant, l'intelligence artificielle va me dire « Je suis pas très certain parce que j'ai, mettons, 5 % que je suis pas confiant à cause de telle zone et il va encercler l'endroit qu'il n'est pas certain. » Et là, on peut venir corriger et améliorer le modèle pour que la prochaine fois, il soit certain que l'information qui est en haut à droite, c'est vraiment un numéro de facture fournisseur ou une date. Et la beauté là-dedans, c'est que les coûts du modèle OCR sur lequel on se connectait, c'était une licence qui coûtait quelques milliers de dollars par année. Et là, on descend à des coûts pratiquement ridicules. Donc, on a réussi à automatiser encore plus le travail au final. On couvre beaucoup plus de gabarits et on baisse le coût final. On augmente également la fiabilité. Donc, ça, c'est vraiment un cas très précis, très réel. Et si dans vos entreprises, présentement, vous avez des gens qui traitent des factures de fournisseurs, qui travaillent à temps plein ou plusieurs heures par semaine, c'est vraiment le moment de commencer à réfléchir, d'intégrer un peu d'intelligence artificielle. Et là, je souligne en gros, intégrer l'intelligence artificielle et non d'inventer de l'intelligence artificielle. Et c'est la phrase importante clé à retenir. On est rendu là, c'est disponible, c'est fiable et c'en est un bon exemple de cas réel qu'on est capable de faire à l'heure actuelle. Donc, même chose, si vous avez beaucoup de documents manuels que vous traitez et que vous renvoyez à des clients ou que vous transférez à l'intérieur de l'organisation, l'intelligence artificielle, aujourd'hui même, là, à l'heure où on se parle en octobre 2024, on est capable d'analyser des documents à un niveau qui est égal ou plus fiable que ce que l'humain est capable de faire à l'heure aujourd'hui. Et c'est vraiment impressionnant de le voir aller et de le voir réfléchir et de le voir renvoyer de l'information, de dire « Je suis pas certain pour tel endroit » ou « Ça semble un nouveau modèle. Peux-tu m'aider? Peux-tu juste s'assurer que c'est correct? » Donc, c'est vraiment comme avoir un humain qui travaille à notre place. Et là, qu'on est capable de rediriger l'humain sur des tâches qui sont un peu plus à valeur ajoutée parce qu'on se le cachera pas, ces gens-là qui font ce genre de traitement-là à journée longue, c'est pas quelque chose qui est vraiment intéressant pour eux ou du moins qui est extrêmement motivant. Donc, si vous avez des cas comme ça, n'hésitez pas, faites-nous signe. On est en train de préparer une étude de cas avec des chiffres concrets qu'on va lancer dans les prochaines journées. Si vous voulez avoir cette étude de cas-là, n'hésitez pas à venir m'écrire sur LinkedIn
je vous le partagerai, mais c'est vraiment, en tout cas, de nous, notre côté, un point d'inflexion de ce qu'on est capable vraiment d'injecter de l'intelligence Wow. artificielle dans les lignes de code dans les entreprises et de sauver plusieurs heures, voire des journées de travail manuel. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le point d'inflexion qu'il faut faire attention dans nos entreprises et prendre avantage avant la compétition. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire du podcast Hypercroissance et j'ai nommé Hello Darwin. Pour les gens qui ne connaissent pas Hello Darwin, on parle ici d'une organisation qui est capable de vous accompagner de A à Z pour vous aider à trouver des subventions pour votre organisation. Et ça, c'est donc important parce qu'il y a tellement d'organisations au Québec qui recherchent des prêts pour leur entreprise, mais qui ne sont pas au courant du nombre de subventions données par le gouvernement canadien. C'est assez impressionnant, tout l'argent qu'il y a sur la table, mais que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est trop paresseux et on ne va pas chercher. Et c'est là que Hello Darwin rentre en compte. Hello Darwin fait pour vous de A à Z toutes les démarches pour aller chercher les subventions pour votre organisation. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une subvention qui s'appelle le C3I. Donc, le C3I, qu'est-ce que c'est? C'est un crédit qui peut permettre aux organisations d'obtenir de 15 jusqu'à 25 de crédit sur de l'achat de fabrication pour de la machinerie ou également des investissements si on veut refaire, par exemple, notre logiciel de gestion, notre ERP. Eh bien, ici, cette subvention, la subvention C3I, est capable de vous donner un crédit, je le répète, de 15 jusqu'à 25 de tous les coûts engendrés pour la fabrication de machinerie ou encore pour aller installer et acheter un nouveau logiciel de gestion pour votre organisation. Si vous aimeriez avoir accès à cette subvention-là, si vous aimeriez que l'équipe de Hello Darwin fasse tout de A à Z pour vous et que vous, par la suite, vous soyez capable de récolter cette subvention, rendez-vous au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien également dans les notes de l'épisode. Remplissez le formulaire, parlez avec l'équipe de Hello Darwin et allez chercher l'argent qui vous revient. C'est de l'argent que vous êtes capable d'obtenir pour votre organisation. Et en plus de pouvoir parler avec l'équipe de Hello Darwin, vous pouvez également assister à leurs différents webinaires qu'ils font chaque mois. Il y aura également un lien dans les notes de l'épisode. Les webinaires portent, bien entendu, sur les subventions. De retour à l'épisode en cours. Et je te pose une question, Jonathan, pour continuer un peu sur le même sujet. Tu vois, j'ai fait le travail ce week-end. Je regardais un petit peu comment je travaillais, puis je notais sur des documents un petit peu les différents prompts que j'utilisais avec l'intelligence artificielle. Et pour m'amuser, je les ai tout intégrés dans un même document avec des tables des matières pour avoir un maximum de prompts que je sois capable d'utiliser pour toutes les tâches que je fais au quotidien, que ce soit dans le travail que je fais, dans les podcasts, etc. Et là, j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, wow! C'est tellement simple ce que je viens de faire, mais de répertorier à un endroit toutes les tâches que je fais au quotidien, mixer avec un prompt pour chacune de ces tâches-là pour aller plus vite, le temps que ça me sauve maintenant de juste arriver, de regarder la table des matières. Là, je suis en train de faire un travail avec Jonathan de podcast. Il faut qu'on fasse des recherches sur les nouvelles du moment ou peu importe. Je clique, j'ai mon prompt qui est capable de me faire ma recherche sur que ce soit Perplexify, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, peu importe. Et c'est d'une simplicité absolue, mais je me pose la question si les gens font ça. Si on est en train de juste se faire des documents et de se noter des prompts qu'on peut utiliser, est-ce que c'est quelque chose que tu fais un petit peu, toi, de ton côté au quotidien? Écoute, absolument, Antoine. Et je suis un hyper optimisateur. J'ai rajouté un petit système supplémentaire dans mon ordinateur qui s'appelle Text Expander. Donc, ces fameux prompts-là que j'utilise souvent, je les ai automatisés dans ce logiciel-là. Et avec quelques touches sur le clavier, je suis capable de déclencher le bout de texte, le prompt. Donc, un bon exemple, si je vais écrire un post LinkedIn, je vais commencer à écrire mon post, exemple dans Word ou Notepad, peu importe. Je copie et là, dans ChatGPT, je vais taper ma commande qui va venir prendre ce que j'ai dans le presse-papier et injecter toutes les lignes de prompt qui va venir aider ChatGPT à produire un post LinkedIn qui fait du sens. Exemple, un titre accrocheur, corriger les fautes d'orthographe, mettre des hashtags en bas, mettre des émoticônes. Donc, tout ce que normalement est fait manuel à chaque fois ou que dans le cas présent, j'aurais dû copier-coller d'un registre, eh bien, je suis capable de les injecter directement dans l'interface, entre autres, de ChatGPT. C'est donc intéressant de t'écouter parler ici, mais tu vois, c'est quelque chose que je pense que les gens ne se posent pas assez comme question, c'est qu'on est face à des tâches au quotidien et je le dis par expérience en regardant mes collègues au quotidien ou en parlant avec d'autres personnes, et juste de mettre ça dans des documents simples à suivre, que tu es capable de te fier en disant « je suis en train de faire cette tâche-là »,
quel prompt peut m'aider dans ce travail-là au moment où on se parle? Vous allez sauver un temps fou. Et c'est une simplicité absolue. Juste de prendre le temps de répertorier ça au même endroit, parce que je ne sais pas si ça t'est arrivé de ton côté, Jonathan, mais moi, au final, j'analysais un petit peu mon usage de l'intelligence artificielle. Essentiellement, c'était à peu près tout le temps les mêmes prompts que j'utilisais. Et là, à un moment donné, on veut optimiser le temps qu'on fait à réécrire les mêmes prompts. Donc, on voit un petit peu l'idée. Si on est capable de les noter, je regardais ça, je me dis, j'en ai à peu près 37. Donc là, j'en ai 37 déjà construits que je sais qu'ils sont capables de m'aider. Là, je peux en un clic aller les utiliser. C'est beaucoup plus facile pour la suite des choses. Là. Et peut-être deux cas que moi, que je peux probablement partager, que j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle autrement depuis quelques semaines. Le premier cas que moi, je commence à utiliser beaucoup, c'est quand je suis dans la voiture, je termine un rendez-vous avec un client ou je suis à un endroit que j'ai besoin de faire un résumé de la rencontre qu'on a. Avec l'application mobile de ChatGPT, il y a maintenant la fonction qu'on peut converser en temps réel avec l'intelligence artificielle, mais le problème, en utilisant ça pour faire un résumé, c'est que ça coupe constamment le flow qu'on discute avec la personne. Donc, ce que je fais maintenant, c'est j'ouvre le micro dans l'espace chat et là, jamais il va m'interrompre. Je peux lui parler pendant 10 minutes pour lui dire voici ce que j'ai besoin, de où ce que je sors, c'est quoi le résumé que je veux avoir. Et quand je termine, c'est vraiment hallucinant la transcription qui va le prendre d'audio à texte. Et si je lui dis dans mon message audio, fais-moi un résumé de tout ça et sors-moi la liste des actions que je dois prendre par après et fais-moi également un courriel que je vais pouvoir envoyer un peu à tout le monde. Eh bien là, j'ai parlé avec moi-même pendant 10 minutes avec le téléphone. Je pèse sur le bouton. Ça me fait tout mon résumé au complet, mes actions et mon courriel envoyé. Et là, ce qui est plaisant, c'est quand j'arrive au bureau, je peux ouvrir la page de ChatGPT et ma conversation est là. Et je peux aller extraire chaque bloc d'informations que j'ai besoin de les réinjecter dans mon CRM, dans mon système courriel. Donc ça, présentement, ça me sauve une fortune de temps. Et le deuxième cas que tu as peut-être essayé, Antoine, je ne sais pas si tu as eu la chance de tester le nouvel outil de prise de notes de Google qui est Notebook LLM. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais on m'a parlé un petit peu qui est assez exceptionnel. Antoine, il faut que tu essaies ça. J'étais perplexe au départ. C'est un outil très simple où ce que tu peux mettre des sources de données. Donc, je donne un exemple. On est en train de bâtir une offre de service pour un client. Le client a beaucoup d'informations déjà accumulées sur ce qu'il veut faire. Nous, on a pris des notes. On a envoyé des courriels. Et là, la première prémisse qui est importante, c'est ce que vous mettez là-dedans est privé. Ça ne sortira pas du container que vous mettez de l'information dedans. Donc, il n'y a pas de danger au niveau du côté privé. Donc, on peut injecter un maximum d'informations dans le système et il va nous sortir des questions que lui pense qui pourraient être pertinentes. Et là, la magie peut s'opérer. On peut générer un podcast qui est hallucinamment pertinent et plaisant à écouter. Je vous dis, c'est complètement incroyable. Et un bon exemple de ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le lien de notre site web, un flyer de notre offre de service. C'est les deux seules sources qu'on lui a données. Ils ont dit, génère-moi un podcast pour me parler des services d'Open Mind Technologies. Les termes, les mots, tout ce qu'il utilise, honnêtement, le pitch de vente est meilleur que si on avait pris 3 jours à s'asseoir, 4 humains à essayer de brainstormer là-dessus. C'était complètement hallucinant, Antoine. Et là, ce que ça permet de faire, un autre exemple, on avait un off-site avec l'équipe de gestion, on avait des exercices à faire en lien avec Scaling Up, beaucoup de lectures à faire sur les différents exercices. Ce qu'on a fait, on a pris les différents liens sur les articles de blog, sur les exercices à faire et les PDF. On a mis ça là-dedans. On a dit, génère-moi un podcast qui me parle de chacune des exercices pour que je sois prêt pour le off-site. Beau podcast de 15 minutes qui a ciblé exactement les bons endroits à mettre en surbrillance audio. Et c'est incroyable. Honnêtement, il faut que tu écoutes ça, Antoine. Et la manière qu'ils sont capables de générer le podcast, notre interaction qu'on fait ensemble ici, ils sont à un autre niveau. Je dirais, c'est vraiment hallucinant. Ça dit, on dirait pas que c'est une voix qui provient de l'AI. Donc, un autre cas que je vous invite à essayer, Notebook LM, c'est gratuit de Google. Donc, pour rassembler l'information, si vous faites de la prise de notes et après ça, extraire cette information-là par des questions ou par l'audio, par podcast, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire, une révolution à ce niveau-là. Puis, si on continue un petit peu sur l'intelligence artificielle, je pense que tu avais quelques nouvelles pour nous qui pourraient être intéressantes, là. Oui. Si on regarde l'ère dans laquelle on se situe dans les derniers trimestres de l'intelligence artificielle, entre autres depuis novembre 2021, on est beaucoup dans des cas où on est capable de converser avec l'intelligence artificielle, donc format texte, format audio, reconnaissance d'image.
Donc, moi, j'appelle ça un peu la phase 1 de l'intelligence artificielle. La phase 2 étant l'intelligence artificielle qui est capable de prendre des actions sur un périphérique, exemple notre portable. Donc, on pourrait penser que dans la journée, on fait un paquet d'actions manuelles sur notre ordinateur et on pourrait demander à l'intelligence artificielle d'être capable d'aller nous réserver un billet d'avion, d'être capable d'aller saisir une facture fournisseur dans un système et après ça, d'envoyer un courriel au client. Donc, de simuler les actions d'un humain. Eh bien, on a Anthropic avec le modèle Claude qu'ils viennent d'annoncer qu'ils ont cette fonctionnalité-là d'être capable de prendre contrôle de l'ordinateur sur certains paramètres. Et c'est là que ça peut devenir dangereux, mais qui peut avoir également un grand gain à aller chercher. Donc, on va voir, je pense, une révolution. On va tomber dans la phase 2 de l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre travail, qui est la prise de contrôle de notre ordinateur et des actions qui vont être en simulation de ce qu'un humain pourrait faire au niveau du clavier et de la souris. Là, ça l'ouvre complètement des nouvelles possibilités, des nouvelles études de cas. On peut se promener d'un logiciel à l'autre, d'un site web à l'autre et d'utiliser pleinement les fonctions qui existent déjà et vraiment venir automatiser ce que l'humain va faire. Donc, fort à parier, dans les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir beaucoup de compétiteurs qui vont lancer leur modèle pour venir compétitionner Anthropic et entre autres des anciens de Google, si je ne me trompe pas. De OpenAI. De OpenAI. Et je pense que Google a investi dans Anthropic aussi, je pense, 100 millions. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Et la phase 3, moi, que j'appellerais de l'intelligence artificielle, c'est quand il va y avoir des robots qui vont être capables de simuler le physique d'un humain pour autre que des tâches devant un ordinateur. Et ça, on a des grands de ce monde comme Tesla qui travaillent activement là-dessus. Mais je pense fermement qu'on est en train d'entrer dans la phase 2 où ce que ça va être plus qu'un simple agent conversationnel comme ChatGPT ou un simple système de reconnaissance d'image ou de transcription audio qui, présentement, amène quand même beaucoup d'effets de levier. Ben, c'est certain. Mais il va y avoir vraiment une nouvelle phase qui va débarrer plein d'études de cas qui vont être possibles dans nos organisations. Et parlant des actions qu'on peut mettre en place dans nos entreprises, je serais peut-être curieux d'emprunter ton expérience que tu as eue avec tes collègues dans les derniers mois. On est en train de penser beaucoup chez G7 à bâtir des formations à l'interne beaucoup plus approfondies et avancées avec nos collègues, juste pour utiliser de manière intelligente ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle, aussi simple que ce qu'on a parlé plus tôt, de mettre ensemble tous les différents prompts qu'on peut utiliser, de se retrouver dans ce qu'on a à faire, de savoir que pour chaque action qu'on a à poser dans notre travail, un prompt est capable de nous aider. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place également de votre côté? Parce que, soyons honnêtes, c'est pas de l'acquis pour tout le monde de mettre ça en place dans son travail quotidiennement. Là. Effectivement, c'est pas de l'acquis, mais il y a différentes phases pour que ça devienne un réflexe aussi. Il faut d'abord savoir les cas d'utilisation, mais après ça, il faut le faire au moins une première fois pour enlever un petit peu l'incertitude et après ça, développer le réflexe. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser beaucoup dans l'organisation. Et là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des événements récurrents chez OpenMind où ce que tous les joueurs peuvent se connecter, voir ce que les autres ont fait comme cas réel et après ça, tenter de le répliquer. Et ça fait vraiment une différence. Un bon exemple, on l'a fait dans notre dernier off-site avec l'équipe de gestion. En à peu près 20 minutes, on a fait un cas réel où ce que chaque membre de l'équipe de gestion allait dire une phrase qui pouvait être loufoque pour créer une histoire. Et après avoir fait le tour de tout le monde, on a repris cette histoire-là. On a créé un podcast audio en quelques minutes. On a créé une chanson avec une vidéo. Et on a créé également un conte pour enfants qui permet un peu de voir, de comprendre c'est quoi l'histoire derrière tout ça et de créer également des images qui vont venir illustrer tout ça. Donc, en quelques minutes, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe de gestion qui ont fait « Mon Dieu, j'avais entendu que ça, c'était possible, mais je l'avais pas vu exactement comment le faire. » Et ça l'a vraiment ébranlé un peu tout le monde. On a dit « Mon Dieu, c'est si simple. » Et là, je vais commencer vraiment à le tester, à l'utiliser. Et ce off-site-là, il y a quelques jours, et je reçois pratiquement chaque journée des messages des gens de l'équipe de gestion qui disent « OK, j'ai commencé à tester ici, c'est vraiment incroyable. » Et j'ai commencé à implanter dans mon day-to-day tel outil. Donc, vraiment, effectivement, de transférer les cas d'utilisation à l'équipe, très pertinent. Ouais. Mais après ça, de trouver le moyen comment réussir à créer une routine ou créer un réflexe d'utilisation. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose à faire dans chacune de nos organisations et on commence à le pousser beaucoup, entre autres chez OpenMind. Fascinant. Bon, avant que je te laisse à ton événement Atlanta, des choses à rajouter, Jonathan?
complet pour cette semaine, Antoine. Fantastique. Je te remercie d'avoir pris du temps malgré un événement qui va être très important pour ton entreprise. Je te souhaite un bon succès là-bas. J'invite les gens également à aller jeter un petit coup d'œil à mon deuxième article dans le Journal Les Affaires. En 2025, votre entreprise doit devenir un média. Allez jeter un petit coup d'œil, donnez-moi du feedback. C'est grandement apprécié et en toute transparence. C'est important pour moi que je sois capable d'avoir du feedback et j'ai des gens qui lisent l'article pour que je sois capable de continuer mon partenariat avec le Journal des Affaires. Donc, si vous aimez le podcast Hypercroissance, si vous aimez simplement nous encourager un tout petit peu, allez lire l'article, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.